L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Gilles, donc bonjour, Valérie Pécresse, donc rebonjour, on va faire un tour d'horizon complet de l'actualité, on a le temps sur l'antenne de Radio Classique. Commençons quand même par cette pétition, est-ce que le temps presse? Évidemment, c'est pas les positions de l'UMP, mais comment vous interprétez à la fois cette pétition des députés socialistes et en même temps les propos de Manuel Valls qui dit qu'il ne ressent pas une réclamation de fond de la société française sur ce thème? Est-ce que pour une fois, vous ne pourriez pas, puisque c'est un peu les positions que vous défendez, dire qu'il a raison? Ah, mais nous allons même plus loin. Nous pensons que, et nous demandons solennellement à François Hollande de ne pas tenir cette promesse de campagne sur le vote des étrangers aux élections locales. Nous pensons que c'est une mesure qui, dans le contexte actuel de crise que nous connaissons, dans le contexte actuel, vous l'avez rappelé, de test de la République par certaines minorités sur Là, notre vous parlez sol. des manifestations. Oui. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut vraiment assurer la cohésion de la nation française, que la cohésion de la nation française autour des valeurs de la République, autour des valeurs de la citoyenneté, et que cela ne passe pas par, j'allais dire, donner la citoyenneté française ou une partie de la citoyenneté française à des personnes qui ne demandent pas la nationalité. Mais vous dites ça ce matin avec nous et les auditeurs de Radio Classique et de Public Sénat en direct, mais il y a en même temps le président qui va s'exprimer dans quelques instants, c'est-à-dire dans la matinée au Louvre, sur ce magnifique département consacré aux arts de l'islam. Donc c'est un appel à ce qu'il s'exprime rapidement sur ce sujet. Mais nous pensons que dans la période de crise sociale extrêmement aiguë que nous allons vivre, de crise économique, il va falloir demander à la nation française des efforts. Il faut que notre pays soit cohérent, il faut qu'il soit rassemblé, il faut qu'il soit uni, et ça ne se fera qu'autour de l'envie de devenir français. D'accord, ce matin, c'est le souhait que vous exprimez ou c'est à long terme, puisque c'est sa 50e proposition? Nous pensons qu'il faut qu'il renonce à cette proposition, que dans le contexte actuel, ça ne fera que diviser la communauté française. Et nous ne voulons pas de facteur de division. Gilles. Si on vous comprend bien, hors contexte, hors crise, vous ne contestez pas tout de même que c'est un vrai sujet. Vous avez vous-même des responsabilités dans une région, il y a les élections régionales en 2014. Est-ce que ça mérite quand même d'être posée cette question, qui ne date pas d'hier, puisque c'était également dans le programme de François Mitterrand en 81? En matière de politique, tous les débats méritent d'être posés et toutes les, j'allais dire, les questions. Nicolas Sarkozy, à une certaine époque, on avait parlé de manière sereine. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec cette proposition, on va réveiller les antagonismes très forts. D'ailleurs, les signataires de la pétition socialiste ne s'en cachent même pas, puisqu'on voit bien qu'il y a des arrière-pensées derrière. On veut gagner les municipales, il faut faire monter les extrêmes. Eh bien, nous ne voulons pas faire monter les extrêmes aujourd'hui, parce que nous pensons que c'est un sujet extrêmement délicat que de gérer la crise sociale et que d'apaiser les souffrances des Français. Mais pardonnez-moi d'apporter un compliment culturel, puisqu'on parlait du Louvre. Le plus grand musée du monde ouvre un département entier consacré aux arts de l'islam. Et nous, on serait donc dans un système politique verrouillé? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Durand? L'islam a toute sa part. Mais l'islam est une religion de citoyens français. On ne doit pas faire l'amalgame entre islam et nationalité étrangère. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai pas parlé moi de nationalité étrangère, j'ai parlé de l'islam et de la France, justement. Eh bien, et aujourd'hui, on va construire le Louvre à Abu Dhabi. Nous voulons que les Français soient fiers d'être Français. Nous voulons que tous ceux que nous accueillons sur notre sol veuillent devenir français. Nous voulons qu'ils demandent la nationalité française. Nous voulons qu'ils veuillent la citoyenneté à part entière. Nous ne voulons pas qu'ils soient des citoyens de seconde zone qui pourraient voter uniquement dans des élections locales et qui ne seraient pas vraiment membres à part entière de la nation française. Nous voulons la fierté d'être français. Comme aux États-Unis, autre grand pays d'immigration, eh bien, on demande la nationalité américaine parce qu'il y a un rêve américain, parce qu'on a envie de devenir américain. Avant qu'on vienne à l'UMP, est-ce qu'il faut enquêter plus sur justement ces pétitions qui circulent? Il y en a encore une ce matin, justement sur Internet, qui appelle carrément à manifester place de la Concorde, c'est-à-dire en face de l'ambassade des États-Unis en France. Est-ce que vous avez l'impression que le système du ministère de l'Intérieur dans ce domaine est défaillant, qu'il y a un risque réel, ou que c'est un épiphénomène? Vous avez vu que François Fillon a rappelé à l'ordre le gouvernement sur cette question. Nous aurons sur ces questions une opposition qui sera à la fois ferme et constructive. Ferme parce que je crois qu'il s'agit de la fermeté de la République. Nous avons des groupes qui contreviennent, qui attaquent les valeurs de la République, des groupes qui prônent la violence sur notre sol. Face à ces groupes, il faut être d'une extrême fermeté. Il ne faut pas tolérer des rassemblements qui seraient des rassemblements dangereux,
en plein cœur de Paris. C'est un test pour la République. Donc nous serons très fermes, mais nous sommes constructifs. Vous avez vu que nous avons proposé, puisque nous sommes en vacances aujourd'hui, nous les parlementaires. Vous savez que le gouvernement nous a fait revenir la semaine dernière pour examiner en urgence les emplois jeunes, et que là, nous avons 2 semaines de vacances à nouveau. Eh bien, je propose... Il y a aussi les journées parlementaires de l'UMP, donc vous êtes aussi concernés. Mais les journées parlementaires, c'est le jeudi. Ça ne nous empêche pas de siéger le mardi et le mercredi, et je vous rappelle que l'Assemblée siège le mardi et le mercredi aussi. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité d'examiner un texte qui a été présenté en Conseil des ministres devant Nicolas Sarkozy et François Fillon, qui est le texte que nous avions proposé pour lutter contre le terrorisme à la suite de l'affaire Mera. Eh bien, je propose que ce texte soit examiné maintenant, dans ces semaines de vacances du Parlement, dans lesquelles l'agenda semble très peu chargé. Et Gilles Leclerc, justement, passons maintenant à la présidence de l'UMP et la bataille, j'allais dire assez violente, qui vous oppose à Jean-François Copé. Ce soir, donc, on ferme le banc, si j'ose dire. Donc, a priori, ça sera François Fillon contre Jean-François Copé. Est-ce que vous trouvez, au fond, que pour le pays et pour les militants UMP, c'est le bon schéma? Est-ce qu'il n'aura pas été, je dirais, mieux que d'autres candidats puissent accéder finalement à cette compétition? Est-ce que le nombre de parrainages était le bon système? Et finalement, ce duel-là, sans femme, est-ce que ça vous plaît? D'abord, je crois que la question, ce n'est pas le nombre de parrainages. Avoir 8000 parrainages, ça n'est pas impossible. Le problème, c'était les conditions d'équité de la procédure. Aucun courrier n'a été envoyé en mois de juin pour prévenir les militants qu'il fallait parrainer. On ne leur a pas donné un bulletin de parrainage et une enveloppe à renvoyer à l'UMP. Dans ces conditions, évidemment, vous comprenez bien que pour des candidats, j'allais dire, quadragénaires, comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le Maire, c'était un parcours du combattant absolument impossible à relever que d'obtenir ces parrainages. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de conditions d'équité suffisantes dans cette procédure. Donc c'est un verrouillage de Jean-François Copé. On a tout fait pour qu'il y ait le moins de candidats possible. Les règles qui ont été édictées n'étaient pas équitables. Ça laissera des traces de votre point de vue. Ça laissera des traces tout de même. Vous êtes quand même extrêmement critique à l'égard de Jean-François Copé là ce matin. Je vais vous le dire, nous aurons une primaire en 2016 pour désigner notre candidat à la présidence de la République. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on tire aujourd'hui même tous les enseignements de ce qui vient de se passer pour la présidence de l'UMP. Tirer tous les enseignements, ça veut dire que la primaire de 2016, elle doit être beaucoup plus ouverte. Ça veut dire que les conditions doivent être beaucoup plus équitables. Ça veut dire qu'il faut que les quadragénaires aient accès à cette primaire et qu'il n'y ait pas de verrouillage de cette primaire. Et François Fillon sera le garant de cette équipe. Mais est-ce que vous voulez dire, Valérie Pécresse, que ce matin, avant même justement le dépôt des parrainages de ce soir, il y a encore des choses qui ne sont pas claires dans la façon dont ça va être déposé? Oh, vous savez, les règles changent tous les jours au gré des bureaux politiques et des demandes. Donc, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les règles d'examen précises des parrainages. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez aucune crainte à avoir. François Fillon sera bien candidat à la présidence de l'UMP. Xavier Bertrand, qui a annoncé ce week-end qu'il serait candidat à cette primaire en 2016, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il est tout à fait souhaitable qu'il puisse l'être? Xavier Bertrand a le mérite de la sincérité. Dans sa démarche, il est totalement sincère. Moi, je crois qu'il faut de temps en temps avoir quelques minutes de sincérité. Tous ceux qui se présentent à cette candidature, à cette présidentielle de l'UMP, à cette présidence de l'UMP, ont envie, ont le désir d'être candidat à la primaire de 2016. Tout le monde le sait. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Ils ne prennent pas l'engagement de ne pas être candidat en 2016. Donc, évidemment, il est logique que tous ceux qui aspirent à présider l'UMP aspirent aussi à conduire l'UMP à la victoire en 2017. C'est totalement logique. Et ceux qui disent le contraire, à mon sens, ne sont pas sincères. Mais quelle est la différence de fond qui existe entre François Fillon et Jean-François Copé? Parce que ça, c'est une question qu'on pose avec Gilles tous les matins à ceux qui, évidemment, font partie de nos invités de l'UMP. On n'a pas entendu une réponse, j'allais dire, qui claque, qui soit évidente pour les gens qui nous écoutent. Moi, je crois que Fillon est le plus rassembleur. Il est le plus rassembleur par son parcours. Il arrive des terroirs, où il a fait 6 mandats. Il vient dans une métropole, la métropole parisienne, qui est un enjeu de reconquête majeur pour l'UMP. Il peut réconcilier la France des terroirs et la France des grandes villes. Il a voté non à Maastricht. Aujourd'hui, c'est un Européen convaincu, mais un Européen de raison, un Européen exigeant. Il peut réconcilier la France du non et la France du oui. Il est à la fois gaulliste, à la fois social. Il a réformé. C'est une question d'itinéraire plus que d'idée. Pour moi, c'est... Ah bah non, c'est l'itinéraire.
c'est aussi Ah bah des c'est idées. pas, non, une mais biographie, c'est pas toujours une idée. Attendez. L'itinéraire, c'est aussi, j'allais dire, une histoire personnelle et des convictions qui se sont forgées au cœur de cette histoire personnelle. François Fillon peut défendre les territoires, comme il peut comprendre ceux qui ont voté non à Maastricht. Il est le mieux à même de nous garder les centristes tout en incarnant une idée très forte de la République et donc d'une droite un peu souverainiste. Donc je crois qu'il est le plus rassembleur. Et aujourd'hui, de quoi l'UMP a besoin? Elle a besoin de gagner le cœur des Français. Elle a besoin de redevenir majoritaire dans le pays pour pouvoir résister à François Hollande et reconquérir le pouvoir. Non pas pour le pouvoir, mais parce que là, aujourd'hui, la France est en risque. Et la France est en très grand risque de déclin. Sur le plan des idées, je voudrais même compléter ce que disait Guillaume, sur le plan des idées, sur le fond, notamment sur la politique économique, par exemple, qui est quand même la question du jour, il y a de vraies différences entre Jean-François Copé et François Fillon? Mais la vraie différence, c'est que François Fillon a fait les réformes. Il sait les faire. Enfin, Jean-François Copé les a soutenus, il a été ministre du budget. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'avoir été acteur pendant 5 ans face à la crise. Donc d'en connaître tous les rouages, d'avoir mené la réforme de France Télécom, 2 réformes des retraites, la réforme de l'école, la réforme de l'université, d'avoir cette expérience du dialogue social qui est celle de François Fillon et en même temps d'avoir prouvé son courage. Parce que moi j'entends beaucoup parler de courage dans cette campagne, mais le courage, ça se prouve, ça se démontre, ça ne se brandit pas comme un étendard. Est-ce qu'à l'égard du Front National, il y a une différence d'analyse? Est-ce qu'il y a une différence idéologique, d'approche, de tactique par rapport au Front National pour les prochaines échéances entre les François Fillon a toujours été totalement clair sur son approche vis-à-vis du Front National. Son approche, c'est pas d'alliance. Pas d'alliance. Et à partir de ce moment-là, on va parler aux électeurs du Front National et on leur propose des vraies solutions à leurs problèmes. Et François Fillon est connu pour son refus des extrêmes. Ce qui lui donne un avantage considérable, c'est que quand François Fillon propose, je pense à une de ses propositions de restaurer la loi Pasqua, pour faire en sorte que des jeunes qui sont de parents étrangers nés sur le sol français demandent la nationalité française et que ce soit un choix et non pas automatique, quand il propose cela, personne ne l'accuse, ne lui fait un procès, j'allais dire, en anti-républicanisme, parce qu'il est républicain, parce qu'il a cette stature et cette image formidable de grand républicain. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt avec Gilles et j'ai l'impression que vous tracez au fond le portrait souhaité du candidat au présidentiel pour reconquérir le pouvoir, si c'est possible, face à François Hollande, parce que c'est ça en fait l'histoire. Et c'est aussi la porte fermée à tout retour à Nicolas Sarkozy. On a l'impression, c'est subliminal comme impression, mais en fait que François Fillon c'est la porte fermée, quant à Jean-François Copé c'est la porte peut-être entrouverte. Donc parlons clair. Mais n'ayons là-dessus aucun doute. Je pense, vous savez, la politique c'est des ambitions et le choc des ambitions est inévitable. Je ne crois pas plus que vous à ce... Moi je crois rien, je vous pose des questions. Non, je pense aujourd'hui qu'en 2017 nous devrons nous ranger derrière celui qui sera le plus à même de nous faire gagner. Et c'est Fillon. Et on verra en 2017. Aujourd'hui, on est en train de parler de la présidence de l'UMP. Qui, aujourd'hui, est l'homme politique le plus populaire? Qui, aujourd'hui, est l'homme politique le plus crédible? Qui, aujourd'hui, est le plus à même de rassembler une majorité de Français autour des idées de l'UMP, autour du projet de l'UMP? Ma réponse, c'est François Fillon. Et je vous le dis, ni les sondages ne feront le vote des militants, parce qu'aujourd'hui, les conditions d'équité de cette campagne n'étaient pas réunies, de cette pré-campagne n'étaient pas réunies. Nous allons demander des conditions véritablement Dernière équitables. question, Gilles. Je rappelle que vous étiez ministre de l'économie il y a encore peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez de la politique économique de François Hollande? Est-ce que beaucoup de gens commencent à dire que peut-être la sortie de crise n'est pas trop loin, la sortie de crise de l'euro? Est-ce que vous estimez que François Hollande y a contribué, ou y contribue? Moi, je pense que François Hollande a fait 2 erreurs en matière économique. Une erreur de cap et une erreur de rythme. L'erreur de cap, c'est qu'il a cru que la dépense publique allait ramener la croissance. C'est faux. C'est pas en dépensant de l'argent qu'on n'a pas qu'on ramènera la croissance, c'est en faisant des réformes de structure, des réformes de compétitivité. Il ne les fait pas, il détricote celle de Nicolas Sarkozy. Il doit changer de cap économique. Et par ailleurs, sur le rythme, il a cru aveuglé par l'anti-sarkozysme, qu'il fallait aller lentement. Et bien aujourd'hui, face à la gravité de la crise sociale, il est obligé d'accélérer, et c'est tant mieux. Merci Valérie Pécresse d'être venue en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, bonne journée et à vous aussi.